me présente, Grégoire Noble, je suis journaliste et chef de rubrique pour Batiactu. Et j'anime aujourd'hui cette table ronde du bâtiment à la ville numérique. Quelles évolutions? Au-delà de la simple question d'échelle, en passant de la maquette numérique d'un bâtiment à la ville, la table ronde d'aujourd'hui va mettre l'accent sur l'émergence d'une chaîne de valeur dans le secteur de la construction. Elle comprend les objets connectés, les données collectées en exploitation qui pourront être valorisées. Quels seront les rôles attribués à chacun? Quelles améliorations sont attendues de cette dématérialisation et de cette virtualisation? Pour nous y aider à y voir plus clair, nous allons recevoir 3 intervenants. Donc, Franck Hovorka, vous êtes directeur de projet immobilier durable à la Caisse des dépôts et consignations. Et vous avez débuté votre carrière en 1990 en tant que responsable opérationnel sur des opérations de construction tertiaire. Vous avez intégré la structure ICAD pour diriger des opérations toujours tertiaires et vous êtes devenu référent HQ. Stanislas Limousi, vous êtes administrateur de biens, vous intervenez en tant que maître d'ouvrage et gestionnaire. Vous avez entrepris de développer des outils numériques afin de moderniser un métier ancien. Et Damien Garnier, vous travaillez dans la filière électrique depuis 1993 et chez ERDF depuis 2014 et vous supervisez le déploiement du compteur Linky en Bourgogne. L'arrivée de cet objet communicant va bouleverser les usages et générer une quantité importante de données qui seront intéressantes pour nombre d'acteurs de la construction et de l'urbanisme. Vous nous en direz plus. Alors merci à vous 3. Et je vais laisser la parole à Franck Hovorka. Donc, vous êtes directeur de programme au sein du département de pilotage stratégique de la Caisse des dépôts et consignations. Et après avoir travaillé dans la gestion immobilière du tertiaire, notamment chez ICAD, vous êtes aujourd'hui impliqué dans différents projets de recherche français et européens. Pourriez-vous nous en dire plus sur les enjeux de la numérisation et sur la valeur de l'information ? Merci beaucoup Grégoire pour cette introduction. Merci à l'Intec pour l'invitation et la possibilité de m'exprimer devant vous cet après-midi. Donc effectivement, j'ai intitulé ma présentation à l'avatar numérique, puisque c'est très clairement ce que nous ressentons au niveau des différents travaux européens et avec des institutions internationales comme étant la possibilité de valoriser les éléments d'information issus du processus de conception, réalisation, exploitation. Alors quand je dis les valoriser, ça veut dire qu'il faut aussi les traiter, les traduire et passer à travers toute une chaîne de validation de la qualité de l'information. Ce n'est pas parce que vous avez réalisé une maquette numérique de conception qu'elle a la moindre valeur. Par contre, si effectivement cette maquette est traduite et enrichie d'éléments utile aux autres acteurs, elle aura de la valeur. Donc ensuite, pour illustrer ça, je vous ai mis la situation telle que on peut la ressentir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, à ce jour, pour caricaturer, encore une fois, l'idée c'est de provoquer la réflexion. Le sentiment qu'on en a aujourd'hui, c'est que l'information, majoritairement, provient des catalogues commerciaux et tout le monde utilise une information finalement assez peu dédiée au métier qu'il fait, à travers des utilisations où on n'a peut-être pas la bonne information au bon moment. Donc, pour caricaturer, j'ai bien mis effectivement qu'on travaillait sur le catalogue commercial, mais il est vrai que très souvent, j'ai vu des gens se retrouver à chercher des fiches techniques sommaires pour essayer de comprendre le fonctionnement de certains systèmes ou de composants, que la traduction des normes dans l'application de la vie de tous les jours n'est pas toujours évidente et que du coup on se retrouve sur des systèmes de transmission de données qui sont loin d'être fluides, avec la nécessité de retravailler ou de repenser la manière dont un composant a pu être conçu pour pouvoir l'intégrer dans un système, avec la problématique des contrôles, où on se contrôle les uns les autres sur des données qui finalement ne sont peut-être pas celles que nous avons initiées. Bref, on se donc retrouve sur un processus où effectivement on peut aujourd'hui se valoriser avec des images 3D,
mais derrière l'image 3D, la qualité de l'information sous-jacente est à peu près la même que celle que l'on avait avec le papier. Et notre dossier des ouvrages exécutés qu'on nous livre sur des fichiers PDF a la même valeur que les documents papier au mètre cube que nous avions auparavant, c'est-à-dire proche de zéro, puisqu'elle n'a pas de fiabilité certifiée. Donc le dossier des ouvrages exécutés, dans ma vie antérieure de maître d'ouvrage, finit dans un placard et on réingénierise tout le bâtiment parce qu'on veut être sûr que ce qui est dans le bâtiment est bien sur nos systèmes d'exploitation, puisque la confiance dans les documents transmis est assez faible. Alors on peut, encore une fois, ne vous méprenez pas, je sais aussi qu'on peut avoir des processus qui sont beaucoup plus fiabilisés, avec des DOE plus fiables, mais volontairement j'ai caricaturé l'image comme introduction. Donc si on regarde ensuite ce qu'on peut faire avec un parcours numérique cette fois-ci, mais pas numérique dans le sens où je numérise des documents papier pour transmettre des documents papier et des catalogues sur des clés USB avec des formats PDF ou des WG qui ne seront pas réutilisables. Là, c'est plutôt un processus numérique où ce qui nous semble vraiment important, et pour ceux qui étaient ce matin à la présentation de Maître Xavier Piquant, qui a parlé de maquette numérique et de propriété industrielle, ce qui fait vraiment sens dans le processus, c'est les LOD, c'est-à-dire Level of Details, en bon français, qui veut dire le niveau de granulométrie de l'information d'un composant. Je prends un exemple simple. Si vous avez cet appareil d'éclairage, il peut être sous brevet. Donc, quand vous allez l'installer dans l'immeuble, on ne va pas vous transmettre 100% de l'information, puisque vous auriez accès au secret industriel lié au brevet. Par contre, vous avez besoin d'un certain nombre d'informations pour l'installer. La puissance, les positionnements et autres points d'attache. Mais par contre, vous n'avez absolument pas besoin de savoir la durée de vie du tube au moment de l'installation. Ce qui devient un élément fondamental pour l'exploitant qui, lui, a besoin de connaître la durée de vie du tube et l'accessibilité pour le remplacer. Donc vous voyez, même appareil, des données qui sortent de l'usine, qui sont complètes, mais avec des utilisations différentes d'informations, avec des degrés de granulométrie différentes. Donc c'est pour ça que j'ai mis plusieurs niveaux de détail différents et que la maquette n'est absolument pas un objet monolithique, pas du tout. C'est un objet qui est fait de plusieurs granulométries, de plusieurs types d'informations pour un même objet. Autre exemple, vous prenez dans la maquette numérique, vous allez avoir une chaise. C'est le premier niveau de définition et il est clair que pour pouvoir la construire, vous avez besoin de beaucoup plus d'éléments d'information que le simple niveau chaise. Et là, on retrouve dans notre structure l'importance d'un processus qui est le même que celui des industriels, mais qui ne va jamais aller rechercher un niveau de détail qui est la traçabilité totale, comme les industriels de l'aéronautique ou de l'automobile, par exemple. Les niveaux d'information ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas besoin des mêmes niveaux de détail au même moment. Donc, ce que j'ai tenté de faire ici, c'est que sur votre processus, vous avez, au moment de la conception, vous pouvez avoir des objets génériques, objets blancs, qui disent chaise, l'appareil d'éclairage, sans aller plus loin. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancée du projet, vous allez utiliser les niveaux de détail issus des industriels qui vont être consultés, des industriels qui vont être choisis pour alimenter en niveau de détail votre maquette numérique et enfin sortir un avatar qui cette fois-ci n'est plus du tout un objet papier numérisé mais est une base de données dynamique qu'il est possible de faire évoluer et de faire évoluer dans le sens que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand la maquette numérique sort de la construction, l'appareil d'éclairage n'est plus renseigné avec uniquement comment je l'attache, mais il est principalement renseigné avec comment je l'entretiens. Donc vous voyez, à un moment, la maquette numérique que vous allez utiliser en conception, il faut que le même objet, vous alliez le renseigner avec d'autres niveaux de détail. Et c'est là que ça le valorise. Niveau de détail dont vous n'avez pas besoin en phase conception-construction. C'est aussi le moyen de pouvoir travailler sur des simulations partagées, d'avoir de l'interopérabilité. C'est le moyen de pouvoir mieux échanger avec les assureurs et leurs experts sur tout le processus d'analyse du risque lié
à la construction et à l'exploitation du bâtiment. Et c'est, in fine, la possibilité donc d'avoir cet avatar de l'ouvrage qui peut être utilisé pour faire du commissioning de manière aisée et qui peut être utilisé et traduit dans les modèles d'évaluation de risque des assureurs et des banques. Donc, vous comprenez que dans le modèle, il y a toute une partie d'information qui n'est traitée que de manière dynamique, où on vient y accéder qu'en fonction du besoin à partir d'un objet, d'un composant ou d'un système. Donc si on poursuit sur ce modèle, pour faire le lien avec ce que disait Xavier ce matin, vous voyez qu'on est en obligation de contractualiser un modèle d'échange d'informations que nous faisions de manière empirique, c'est-à-dire qu'on s'envoyait des informations sur des composants, des systèmes, on échangeait des plans, des cordes, des cahiers de clauses techniques. Là, il faut aussi contractualiser le niveau de détail que je vais transmettre, c'est-à-dire que quand vous achetez un appareil d'éclairage, vous allez demander à l'industriel de vous vendre l'appareil plus le niveau de détail d'information dont vous avez besoin. Pas l'appareil simplement. Et ce niveau de détail, il va être scindé dans plusieurs étapes avec le niveau de détail dont a besoin l'ouvrier sur place pour l'installer, le niveau de détail pour le concepteur pour l'installer dans un système et le niveau de détail dont vous aurez besoin à la fin pour entretenir l'appareil. De manière à ne pas surcharger une maquette et des informations trop lourdes dans la phase de conception et de bien gérer la croissance du niveau de détail et la dynamique des niveaux de détail. Donc vous voyez, il est important d'avoir cette transmission-là. Évidemment, il y a une incertitude toujours associée à une mesure, c'est-à-dire qu'il faut aussi assumer l'incertitude qui est associée à l'information, et donc de mettre dans vos contrats le niveau de détail que vous pouvez utiliser. Donc si je prends un autre exemple sur les surfaces, par exemple, en tout début de conception, vous allez avoir une incertitude qui va être de l'ordre du centimètre au moins, ou de la dizaine de centimètres sur les mesures. Donc vous allez transmettre une information en disant vous pouvez l'utiliser, mais attention, elle n'a pas de validité millimétrique, elle n'a qu'une validité centimétrique. Et au fur et à mesure, elle va s'enrichir d'informations pour à la fin peut-être obtenir une validité millimétrique qui permettra aux constructeurs de fenêtres de venir se poser dans des réservations de grosses œuvres sans difficulté. Donc le niveau de détail autorisé en fonction des phases, combien de temps je peux utiliser l'information et qui peut en faire quoi. Et donc ensuite, ça nous donne l'utilisation en gestion, c'est-à-dire qu'on repart de notre avatar numérique issu de la conception, ou issu d'ailleurs du processus scan to beam dont nous parlera Stanislas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut scanner un ouvrage et réintroduire dans la phase de gestion des maquettes numériques à partir de scans 3D d'ouvrages numérisés, en récupérant également les bases de données sur les composants existants. Donc là, on se retrouve donc avec notre carré de numérique tel qu'on l'imagine, cet avatar numérique, et on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire que des niveaux de détail différents sont utilisés par différents intervenants, que ce soit le syndic pour faire des opérations de gestion et de comptabilisation, l'utilisateur, l'exploitant technique, les opérations de contrôle, et puis, in fine, n'oublions pas l'utilisateur final, qui est celui qui veut utiliser la maquette numérique. Et la première chose que veut faire un utilisateur final pour mettre la maquette, c'est pouvoir avoir une visualisation 3D de où est-ce qu'il va mettre ses meubles et sa cuisine. Donc, pour vous donner juste un exemple, il y a un logiciel qui a été lancé par la filiale de Dassault qui s'appelle 3DS. Le logiciel s'appelle Home by Me. En quelques mois, ils ont scanné 3 millions de logements. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs que nous sommes ont envie d'avoir une visualisation en 3D des emplacements de logements. Mais cette visualisation est pourrait être issue, non pas des prises de mesure de chacun d'entre nous dans sa maison, mais issue de la maquette numérique. Et tout d'un coup, la maquette numérique a de la valeur puisque on y introduit des éléments d'information que le client n'a pas besoin de prendre par lui-même et qui sont fiabilisés par un tiers de confiance. Et donc, qui peuvent être transmis pour faire des devis à distance. Vous voyez, toute la phase gestion devient plus aisée. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un commis pour faire des maîtrisés. Rien que ça, c'est un coût. Et ça permet de le traiter. Donc on voit bien que la maquette ne permettra pas d'abaisser le coût de manière brutale, mais permettra d'aller attaquer tous ces coûts masqués d'acquisition d'informations, de défauts ou de malfaçons ou de coûts de la non-qualité liés à cette transmission d'informations qui n'est pas optimum, et que ce n'est pas un coup de baguette magique qui fait baisser le coût, mais au contraire un processus de traitement de l'information qui va permettre d'aller attaquer le coût de la non-qualité.
qui sont les derniers chiffres de la FFB, je crois, parlaient de 10 ou 15% de coût de la non-qualité. Donc c'est bien cette partie-là que la maquette numérique permet d'aller attaquer. Et ça permet évidemment de faire du suivi de performance énergétique, etc. Donc si on continue à dérouler, on a un schéma global comme celui-là, où on part des composants. On a des composants qui sont dans des systèmes avec des attributs. Ces systèmes réagissent à des contraintes internes ou externes, l'usage ou le climat, donnent des informations de performance qui peuvent se traduire en coût d'exploitation et qui peuvent se traduire en valeur de l'ouvrage et en durabilité de l'ouvrage dans une analyse de cycle de vie. Et ça permet à un gestionnaire, à un propriétaire, de faire un certain nombre d'analyses qui permettent d'être intégrées à la valeur et des choix de réhabilitation sur son ouvrage ou des choix d'amélioration. Et donc on voit bien que le BIM a son usage transversal à partir du moment où on tient bien compte de cette nécessaire traduction. Donc si on continue le système, c'est issu des travaux que nous avons faits avec l'Union sociale pour l'habitat. On voit qu'on a toutes les applications métiers possibles autour d'un cœur de données et on alimente pas seulement la technique. Il faut penser la maquette numérique pour alimenter la comptabilité, pour alimenter la gestion des ordres de service lorsqu'il y a un état des lieux entre deux locataires. Bref, on est capable de faire des gains de productivité importants sur la partie acquisition, transformation de l'information, dans la mesure où vous avez bien en tête qu'il faut traduire l'information et la certifier, la qualifier, soit en interne, soit en externe, mais il faut pouvoir qualifier la fiabilité de l'information. Ce qui est fondamental dans le modèle BIM, c'est de créer de la confiance. Si on ne crée pas cette confiance en garantissant l'information qu'on transmet, avec ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire quel est le niveau de détail et l'incertitude que j'assume, on n'aura pas fait de BIM, on aura fait du numérique papier. Donc pour finir avec le sujet, on peut aussi l'utiliser en transaction. J'ai des collègues en Allemagne qui travaillent avec un logiciel qui s'appelle ImoScout et qui a traité 6 millions de transactions depuis 5 ans en utilisant ce type de modèle où on récupère des données numérisées et ça permet d'avoir un lieu d'échange dans une transaction entre particuliers ou professionnels pour s'échanger des données. C'est gratuit et donc parce que le logiciel ImoScout a pour intérêt de revendre de la donnée agrégée à d'autres prestataires de services. Mais ça, c'est un autre débat. Donc vous voyez que si on a une maquette, tout le travail d'évaluation peut se traiter de manière beaucoup plus solide, avec des standardisations d'intégration d'éléments techniques. Et donc, si on est capable de faire ça, on peut aussi aller vers des taux d'intérêt plus faibles avec les banques, puisqu'on va diminuer le risque, et une assurance qui peut être aussi adaptée. Voilà, je crois que c'est... Il y a une dernière ou pas? Non, c'est fini. Voilà. Donc, je finis là-dessus en vous disant que, en conclusion, ne pensez pas la maquette pour votre propre usage. Pensez la maquette pour ce qu'en font les autres, parce que c'est là que la valeur se trouve. Et évidemment, à partir de là, vous allez définir aussi les usages dont vous avez besoin à l'intérieur de cet environnement plus large qui permettra de valoriser votre travail beaucoup mieux et de manière plus évidente lorsque vous voudrez vendre des informations à d'autres intervenants. Et je pense notamment à vos maîtres d'ouvrage. Vous n'allez pas leur vendre des coûts supplémentaires, vous allez leur vendre dorénavant de la valeur ajoutée. Je vous remercie. Merci Franco Borca. Normalement, nous aurions dû avoir Monsieur François Pellegrin, architecte et président honoraire de l'UNSFA, mais il a eu des soucis de train. On va donc passer à la présentation de Monsieur Limousi. Je rappelle que vous êtes expert BIM et gestionnaire immobilier. Vous avez repris en 2003 une société d'administration de biens et vous vous êtes lancé dans les nouvelles technologies appliquées à l'exploitation des bâtiments. Vous avez fondé plusieurs startups, dont BIM Data et BIM InMotion, qui proposent des solutions aux maîtres d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est bien ça. D'abord, merci à Franck qui fait une belle transition sur les attentes des maîtres d'ouvrage. Moi, j'ai démarré en 2003 dans l'administration de biens. J'étais assez surpris par le manque d'échange de données. Moi, je venais de la banque, dans la finance à Londres, où les standards étaient déjà bien rodés. Les échanges se faisaient simplement, sans ressaisie, et avec je veux dire, quelques clics, on était capable de faire circuler l'information
entre différents acteurs sur plusieurs pays. Dans notre monde de l'immobilier et de la construction, ce n'est pas le cas, c'est très compliqué. Donc les startups qui sont nées par la suite sont nées par l'obligation, pour moi, et le manque de solutions marché au niveau des logiciels métiers et aussi des solutions dédiées aux maîtres d'ouvrage. Donc pour rebondir sur la demande de Franck, je vais vous expliquer les attentes qu'un maître d'ouvrage pourrait avoir. On a porté un projet auprès de l'ADEME pour monter le bâtiment type qui pourrait être le bâtiment numérique éco-responsable et interopérable, avec une idée derrière de massifier les rénovations énergétiques avec une méthodologie BIM et l'intégration de données. Parce que pour nous, maîtres d'ouvrage, la donnée du BIM, vous le verrez derrière, elle n'est pas uniquement 3D, elle est surtout beaucoup de choses, mais autre que la 3D. Donc on a pris un démonstrateur sur Lyon, dans le 2e arrondissement, sur le quartier de Perrage, pour ceux qui connaissent. Donc on est sur un bâtiment mixte, bureau-habitation. Et on a commencé à faire quelques travaux. Et ça a commencé par la reprise du bâtiment. Donc on est sur l'existant, un bâtiment de 1969. Il a fallu le reprendre, donc le numériser. Et pour le numériser, tout d'abord, il faut se poser des questions de savoir de ce qu'on voudra avoir. On a parlé des niveaux de détail. Quelle géométrie, quelle granularité de géométrie et surtout quelle information dedans. Et la problématique pour nous, ça n'a pas été uniquement savoir ce qu'on voulait comme information, mais c'était que l'information soit facilement collectable et qu'elle puisse correspondre à des usages qui étaient nécessaires à la maîtrise d'ouvrage, au maître d'ouvrage, pardon, et aussi au maître d'œuvre qui allait intervenir par la suite sur le bâtiment et aux résidents. Donc nous, on a fait un travail. Non, il faut revenir en arrière. On a fait un travail, c'est qu'on a numérisé le bâtiment via un cahier des charges, on a monté la maquette et on a surtout équipé le bâtiment de capteurs assez simples pour pouvoir monitorer des alarmes, défaut d'ascenseur, problème de VMC, et aussi du comptage, parce que comptablement, quand on est administrateur de biens, c'est bien de pouvoir avoir ses compteurs en temps réel, donc du comptage, et on teste actuellement du pilotage de chaudières pour pouvoir optimiser les coûts liés à la chauffe, bien sûr chauffage, et aux chaudes sanitaires. On a aussi travaillé avec un laboratoire des ponts et chaussées pour pouvoir mettre des capteurs dans tous les appartements, capteurs thermiques, donc surfaciques et d'ambiance, des capteurs hygrométriques et aussi de luminosité, pour pouvoir transmettre à des équipes qui font des calculs thermiques dynamiques en temps réel des informations et faire du commissioning continu. Donc on a monté cette maquette. Et ce qui a eu d'intéressant, c'est qu'on a travaillé avec notre société qui fait un logiciel de gestion de patrimoine pour pouvoir rendre interopérables toutes les données collectées, aussi bien 3D et données ajoutées, dans un logiciel de gestion de patrimoine. Donc au niveau des objets connectés, on est sur une phase 2, c'est-à-dire qu'on redémarre sur toujours le même démonstrateur. Donc on a parlé du pilotage des chaudières, ce qu'on n'avait pas fait auparavant, qui demandait une techno un peu particulière parce qu'il fallait se connecter sur la chaufferie, puis on ne pouvait pas faire, il fallait un routeur dédié. Et surtout on teste les nouveaux réseaux dédiés aux objets connectés, c'est-à-dire le réseau LoRa et Sigfox, qui sont les deux grands réseaux des objets connectés qui permettront, c'est ce qu'on recherche, de déployer sur un secteur donné, ça peut être tout Lyon, via une entrée, la connexion de milliers d'objets. Donc ça, on avait donc, en fait, on a deux choses à arriver à dépasser, deux obstacles. Le premier obstacle, c'est l'aspect purement technique, et on voit qu'aujourd'hui, les objets sont de moins en moins chers, donc la pose des objets est relativement simple. Et la partie récupération de données, et même chose, on passe par une société qui s'appelle Intent Technologies, qui est une société du Nord, qui équipe beaucoup de bailleurs sociaux et qui aujourd'hui est arrivé à massifier l'équipement de ces immeubles. Donc on a aussi, ce que je disais, on va regarder les compteurs d'eau, de chaude sanitaire, aussi la partie gaz. On pourrait potentiellement travailler avec Clinky, mais ce n'est pas le cas actuellement. On travaille tous la partie sécurité, VMC, et surtout le commissioning qui nous intéressait sur cet immeuble, parce qu'on était sur une proposition du chauffagiste, et ça avait été accepté par les copropriétaires, de changer la chaufferie, et avec un ROI promis d'1,4 année. Donc aujourd'hui, on le mesure, on verra en octobre l'année prochaine s'il y a un débat à avoir, on ne souhaite pas, mais en tout cas, on pourra sortir des données objectives pour pouvoir discuter d'un ROI qui n'est pas atteint.
Alors la structuration de la donnée, on est très souvent sur une structuration de données qui est vue dans le BIM comme étant une donnée géométrique. Mais là, j'ai fait un extrait d'un livre qui est publié par les Facility Managers américains, qui rappelle que 80% de la donnée est géométrique lors de la conception, mais on finit à 10% de données géométriques utilisées par les gestionnaires de patrimoine. Donc c'est pour vous dire que cette donnée, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Elle représente 1/10 de ce dont on a besoin. Alors, au niveau de la donnée, il y a deux problématiques. La première problématique, c'est la même chose qu'avec les niveaux de détail. Il y a le besoin de parler un langage commun. Et le langage commun, aujourd'hui, de l'organisation de la donnée, il n'existe pas en France. Donc, nous, on était allé chercher sur les formats nord-américains, notamment le format Uniforma, que vous connaissez peut-être au sein de l'Intec, qui ressemble un petit peu au format que vous aviez développé dans les années 70 avec la méthode rouge de quantification, sauf qu'elle aujourd'hui, elle a été portée et versionnée pour pouvoir être utilisée dans les logiciels de conception et donc de pouvoir chaîner une donnée de la conception jusqu'à l'exploitation, en passant bien sûr par la partie économie du bâtiment, par la partie études liées à la planification. Donc tout ça sert à enrichir la donnée et surtout parler un langage commun. Et lorsqu'on sortira de la géométrie pour pouvoir l'injecter dans un système d'exploitation, on aura la capacité de parler le même langage et surtout de rendre les bases de données interopérables. Parce que moi, exploitant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir une donnée interopérable avec mes données de désordre, mes données juridiques, mes données objets, type, on parlait tout à l'heure des informations objets, une notice d'information, je suis quand même content de pouvoir la mettre au bon endroit, sur le bon objet. Donc nous, on a créé un moteur qui s'appelle Big Data, qu'on commercialise aujourd'hui, qui fait l'interaction entre les données finalement synchrones et asynchrones, c'est-à-dire les données qu'on va récupérer sur des moments forts. Typiquement, je scanne, je numérise mon bâtiment. C'est de la donnée qui est complètement asynchrone, c'est-à-dire que ça prend du temps. On l'injecte dans notre base de données. C'est la même chose pour les travaux, il y a des mises à jour qui sont importantes. Même chose pour tout ce qui est audit. Là, c'est de la donnée asynchrone qu'on va injecter à des moments donnés, souvent liés aux travaux ou à des obligations réglementaires. On a des données qui sont plus synchrones, donc toutes les données qui sont liées aux actes de gestion. Typiquement, je fais un ordre de service, je vais pouvoir enrichir pour un digicode, je fais une intervention sur un digicode, je vais pouvoir garder en historique que je suis intervenu sur mon digicode. Ça a un intérêt très très fort, ça me permet en fin d'année de qualifier où sont mes désordres, de qualifier les performances de mes fournisseurs, ce que je ne sais pas faire aujourd'hui, ou des fabricants. Ce sont juste des exemples, mais ça permet d'avoir une vision beaucoup plus analytique de la donnée quand on est capable de l'organiser. Et après, il y a toutes les données qui se font au fil de l'eau avec des moments plus ou moins forts ou continus. Ce sont les objets qui sont collectés les données qui sont collectées sur les objets. Typiquement, quand on est sur du comptage, on remonte une donnée toutes les minutes. Quand on est sur du pilotage de chaufferie, on est sur de la donnée qui est collectée en continu, mais par contre qui a assez peu de valeur en stockage, ça prend trop de place, ou des données de systèmes d'information géographique qui sont souvent liées aux mises à jour des données des villes ou des données d'autres sociétés tiers. Alors là, on n'y voit pas très bien, mais c'était donc l'expérimentation qu'on a conduite. On était sur une phase test où on arrive à faire le lien entre l'objet connecté, là on voit un ballon d'eau chaude, avec ses températures entrée-sortie, température de l'eau chaude sanitaire. Voilà. Là, c'est la version du logiciel qu'on a développé. Et même chose, quand on va sur la chaudière, on est capable de sortir les températures de sortie de chauffage. Plus loin, plus en bas, il y avait les températures d'entrée. Donc là, on est capable à la fois d'avoir des données qu'on n'obtenait pas en tant qu'exploitant, mais surtout, on est capable d'avoir des alertes. Donc quand il y a je prends la VMC, j'ai une baisse de flux de VMC, je vais intervenir plus rapidement, je ne vais pas attendre que la VMC casse. Donc je peux faire du préventif. Là, ce sont des expérimentations, donc j'ai parlé de l'intérêt de collecter ces données et surtout de l'organiser, c'est qu'on est capable de travailler avec des sociétés tiers. Typiquement, aujourd'hui, on travaille avec un économiste, on applique des méthodes liées à ces classifications, on fait de l'estimation conceptuelle, ça nous intéresse parce que bien plus facile à analyser, ça nous permet de faire derrière des analyses entre ce qui a été budgété et ce qui a été réalisé de façon beaucoup plus organisée. Donc on peut comparer les performances aussi
des économistes. Donc là, sur tous ces différents sujets, on a les retours du commissioning qui est en bas à gauche, qui va calculer des pertes d'enveloppe, des apports internes, etc. On a aussi modélisé les ponts thermiques, c'était intéressant parce que le BIM, c'est aussi pour les résidents et les donneurs d'ordre, donc les propriétaires, un moyen facile de communiquer des choses qui sont complexes à expliquer. C'est-à-dire quand on va expliquer un pont thermique à quelqu'un qui ne connaît pas le bâtiment, qu'on lui parle de mur de refend, ça devient assez complexe. Quand on lui montre ce qui se passe avec un dégradé de couleur du rouge au bleu, ça devient beaucoup plus simple. J'ai mis un exemple de la modélisation de la chaufferie. Donc on voit le relevé nuage de points. Et derrière, la modélisation 3D. Donc là, pareil, on a une logique, en plus de l'organisation de la donnée, qui est une logique système. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement avoir un objet de façon autonome, on s'intéresse à la performance d'un système, et aussi, bien sûr, à la partie entretien, au contrat, parce que très souvent, on est sur un contrat système et pas sur un contrat objet type. Voilà, puis une extraction que l'on a faite pour des façades. Voilà, bon, pour finir, c'est là où les attentes, en tout cas mes attentes, mais je trouve que c'est assez partagé au niveau des maîtres d'ouvrage, on aimerait bien avoir des méthodologies BIM qui soient validées par l'ensemble de la profession, et en particulier la partie table des éléments, donc comment est-ce qu'on décrit un bâtiment de façon élémentaire, avec un jargon commun et une organisation de classification commune. Donc il existe des classifications dans de nombreux pays, il n'y en a pas aujourd'hui de partagées en France, on peut reprendre, les Canadiens ont gentiment traduit une partie des classifications, ça marche très bien, ou on peut réinventer, mais il y a un moment où on aura besoin des économistes, qui vous êtes les plus proches en termes de 3D et tables non géométriques au niveau de la conception. C'est naturellement vous qui devez être dans ce débat-là. Nous, on attend de vous que vous soyez présents à nos côtés pour pouvoir travailler ce dossier-là. Et derrière, arriver aussi à apporter de nouveaux outils, notamment au niveau du chiffrage, parce que nous, le chiffrage, c'est bien, mais pouvoir comparer et pouvoir suivre les performances, c'est indispensable. J'ai parlé des tables juste avant, donc il y a une norme ISO qui existe, il n'y a qu'à la suivre et la décliner, donc le travail ne paraît pas insurmontable. J'ai aussi parlé des performances, et chez nous les performances, quand on est côté exploitant, c'est d'abord le budget, le respect du programme, et bien sûr le commissioning. Aujourd'hui, on nous vend beaucoup de choses, on est quand même intéressé de pouvoir suivre l'écart entre ce qui a été vendu et les performances réelles obtenues. Et bien sûr, l'enjeu pour tout le monde, c'est d'avoir une mise à jour de la maquette. Et là, il y a un enjeu qui est assez large, qui est celui du dépositaire central de la donnée. Où est-ce qu'on va la mettre? Aujourd'hui, il y a des attentes au niveau notamment de la copropriété d'un registre national. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une porte qui est ouverte pour pouvoir créer un dépositaire de la donnée centrale qui pourrait donner à des professions comme les vôtres une porte d'entrée pour pouvoir faire du quantitatif différemment et de façon beaucoup plus simple? Merci beaucoup, Stanislas Limousi. Sur la donnée, justement, son origine, son utilisation, sa protection, Damien Garnier, vous allez nous parler de l'expérimentation Linky en Bourgogne, où il a été déployé de façon anticipée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Juste en introduction de deux mots. Donc, ERDF, nos missions, c'est l'acheminement d'électricité à tous les clients en France. C'est le dépannage 24 heures sur 24, 365 jours par an sur le réseau électrique, et c'est le comptage. Donc le comptage de la consommation d'énergie de nos clients. Et c'est sur ce dernier point que le compteur communicant Linky va créer, de notre point de vue, une véritable révolution en interne chez nous, et également dans les usages qu'il va pouvoir développer auprès des clients. Juste un chiffre, aujourd'hui, on gère plusieurs dizaines de millions de données de consommation. Donc vous avez quelqu'un qui vient faire un relevé physique, ou parfois il y a des relevés à distance qui se font plus ou moins de manière plus ou moins fiable. Donc c'est quelques millions de données qui sont collectées. Demain, avec le compteur, on sera sur plusieurs dizaines de milliards de données qui seront collectées. Donc on va devenir un opérateur, plus simplement un compteur d'énergie, mais un opérateur de données d'énergie, pour le compte d'un certain nombre de parties prenantes,
Donc le client, évidemment, le client final, les collectivités et les fournisseurs également dans une certaine mesure. Alors, si on passe les premiers slides, voilà, on va aller au suivant. Pourquoi Linky? C'est vraiment une adaptation nécessaire au nouveau paysage de la production et de la consommation d'énergie. Donc vous savez que 24 heures sur 24, la production doit être égale à la consommation aujourd'hui. Et ce qu'on voit se développer, c'est des choix des législations, d'ailleurs dans le monde entier, plus particulièrement en Europe et en France, d'énergie renouvelable. La problématique des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Et donc cet équilibre entre production et consommation n'est plus aussi évident qu'aujourd'hui, où on était sur des moyens de production 24-24, mais qui ont une certaine empreinte carbone, où il y a parfois quelques difficultés d'acceptabilité, notamment pour l'énergie nucléaire. Et donc c'est le cas en France, où on a décidé de plafonner la production d'énergie nucléaire et la substituer à de l'énergie renouvelable. Et donc, pour continuer de garantir cet équilibre 24 heures sur 24, il va falloir que l'on adapte nos réseaux de distribution à une meilleure visibilité de la tension sur ce réseau, puisque en temps réel, vous allez avoir des gens qui vont injecter leur production, donc de l'éolienne, du photovoltaïque, donc d'ailleurs issus des bâtiments, puisque de plus en plus il y a des bâtiments à énergie positive qui se construisent. Donc qui dit positive, c'est qu'il y a de l'énergie qu'il faut mettre sur le réseau. Et initialement, ces réseaux n'ont pas été pensés, conçus pour ça, puisqu'ils étaient conçus pour recevoir une consommation qui venait d'un endroit qui était centralisé. Et donc, on a besoin d'avoir une visibilité sur ce qui se passe sur ce réseau. C'est le premier point, ce qui va nous permettre, on va le voir tout de suite, le compteur Linky. Et d'autre part, de pouvoir agir sur ce réseau, c'est-à-dire de faire varier la demande d'électricité. Et pour ça, eh bien, on va transformer aussi, enfin permettre au consommateur final d'être un consommateur, donc d'agir en direct sur sa consommation. Alors après, il jouera le jeu ou il ne jouera pas le jeu, ça c'est un autre débat, mais nous, notre objectif, c'est de mettre à la disposition du client l'outil pour, j'allais dire, réussir la transition énergétique dans laquelle on est lancé aujourd'hui. Donc, si on regarde le paysage sur les compteurs communicants, en 2010, il y en avait 50 millions dans le monde. En 2016, il y en a 300 millions. On en attend 1 milliard en 2022. Et donc, tout ce qui est en vert, c'est les pays qui ont fait le choix de développer un compteur communicant pour l'ensemble de la clientèle des particuliers. Et puis, il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui s'est concentré sur les plus gros consommateurs. Et c'est plutôt, dans un premier temps, essentiellement les entreprises qui auront un compteur communicant. Alors, un compteur Linky, ça ressemble à quoi? Donc, c'est un compteur pour les clients et particuliers professionnels. Il sera évidemment dit communicant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir recevoir des ordres et il va pouvoir envoyer un certain nombre de données récoltées de consommation. Donc, comment ça va se passer? En fait, on va recueillir chaque jour l'ensemble des données de consommation d'un particulier et qu'on tronçonnera à la demi-heure. Alors techniquement parlant, on aurait pu faire ça des données à la minute, mais la CNIL a souhaité qu'on reste à la maille de la demi-heure. Donc en fait, chaque jour sera envoyé à un concentrateur puis après un centre de supervision les données de consommation d'un foyer à la maille de la demi-heure. Donc vous multipliez ça par la journée, la semaine, l'année, vous voyez, multiplié par 35 millions, le nombre de données importantes qu'on va pouvoir gérer. Donc ça, c'est la première chose. Donc il va pouvoir remonter un certain nombre de données. Et puis, deuxième chose, dans l'autre sens, il va pouvoir recevoir un certain nombre d'ordres pour manager l'énergie dans un foyer. Et donc, ces ordres ils seront de nature différente. On le verra tout à l'heure. Donc, évidemment, on pourra faire une augmentation de puissance à distance. On pourra, si nécessaire, aussi couper à distance, mais aussi dans certaines conditions qui sont également encadrées par la loi. Donc, ce compteur, il va pouvoir interagir en fonction des besoins
du client final d'une part et également du réseau d'autre part. Donc là, vous voyez les différentes fonctionnalités qu'il a. Donc, il embarque un logiciel, une horloge, un modem CPL, c'est assez classique, un certain nombre de contacts virtuels pour après gérer un certain nombre d'objets via des applications domotiques qui pourraient se développer. Évidemment, il y a un système de cryptage. Il a en son sein un interrupteur et puis on peut en plus lui adjoindre un module radio qui là aussi pourra servir à distance, à pouvoir lancer un certain nombre d'ordres dans la maison. Donc, si on revient à donc le slide suivant, voilà, le service au quotidien. Alors, évidemment, le client final, lui, jusqu'à maintenant, il était facturé sur des consommations réelles qu'une seule fois par an, c'est-à-dire quand il y avait un contact physique avec quelqu'un qui relevait le compteur, et sinon on était sur des bases estimées. Donc demain, c'est la facturation sur du réel. Ensuite, donc, la plupart des interventions qui demandaient un déplacement d'un technicien, soit sous 48 heures, soit sous 5 jours, ça se fera du jour au lendemain à distance. Et donc sans rendez-vous, sans dérangement. Ensuite, il y a un certain nombre d'usages qui vont pouvoir être développés. Donc, notamment, ça va permettre de pouvoir gérer à distance, si on veut, si on le souhaite, mais c'est même souhaitable pour le système, la recharge des véhicules électriques, parce que si vous mettez à recharger, toute la France se met à recharger 3 à 4 millions de véhicules électriques entre 18h et 20h chaque jour, on a droit à un blackout tous les jours, donc c'est pas très sérieux. Et donc, on pourra, via des offres de fournisseurs, programmer. Vous avez votre véhicule électrique, vous le branchez et puis vous mettez d'accord avec votre fournisseur. Il vous déclenche la recharge automatique de votre véhicule au milieu de la nuit. Et donc, bien évidemment, c'est inclus dans une offre. Si vous faites ça, il vous proposera un prix avantageux sur d'autres usages pendant d'autres jours de la semaine. Donc il va y avoir sans doute un certain nombre d'offres nouvelles qui vont se développer. Il y a sans doute aussi une convergence avec les opérateurs de la domotique et un certain nombre de fournisseurs d'énergie. Alors ça ne va pas être immédiat parce que pour qu'il y ait une certaine rentabilité, Linky, on le déploie sur 6 ans, il y a 35 millions de compteurs à poser, on a posé 800 000, on a commencé la pose des compteurs industriels au mois de décembre sur toute la France, et donc ça va aller jusqu'en 2021. Mais à partir de 2018, le parc sera tel que ça deviendra très intéressant de travailler sur un certain nombre d'offres. Alors, pour le particulier, l'intérêt, c'est qu'il aura accès à ces données via Internet. Les données de la veille, il aura le lendemain sur Internet. Il aura ce qu'on appelle, mis à disposition par ERDF, sa courbe de charge. Donc, à la journée, à la demi-heure, à la semaine, à l'année, il verra sa consommation. Et en plus, s'il souhaite rentrer son profil, eh bien, il sera intercomparé à des foyers qui ont des caractéristiques qui lui ressemblent, à la fois sur dans quelle région il se situe, quel type de bâtiment il a, est-ce qu'il a du chauffage électrique ou pas, quels sont ses usages de l'électricité. Et donc, ça lui permettra de voir s'il est au-dessus, s'il est en dessous de la consommation moyenne de clients benchmarkés. Et derrière, ces données qui lui sont propres, il pourra, s'il le souhaite ou pas, mettre ces données à la disposition de son fournisseur d'électricité, ou du fournisseur d'ailleurs de son choix, s'il veut en changer, et s'il veut avoir des offres plus intéressantes. Et donc, il pourra lui faire un certain nombre de simulations et des offres qui pourraient être intéressantes. Alors, sur l'expérimentation qu'il y a déjà en ce moment, donc aussi en Touraine, donc pendant plusieurs années, on a fait tourner 300 000 compteurs. Il y a déjà un fournisseur, qui propose, si vous baissez votre consommation entre 18 et 20 heures, de baisser de 30 à 40% le prix de l'électricité que vous consommerez le week-end. Donc là, typiquement, c'est une convergence entre, d'une part, les prix de revient de la production électrique en France au cours de la journée, et puis un intérêt pour le particulier, pour voir globalement sa facture baisser.
Au-delà de ça, on pourra évidemment étendre le pilotage des appareils de la maison pour mieux maîtriser la consommation et le budget. Donc j'ai parlé du véhicule électrique, mais ça peut être évidemment la mise en route de votre machine à laver, de votre lave-vaisselle, de votre chauffe-eau, de l'ensemble des smartphones de vos tablettes qui sont connectées, que sais-je. Il y aura un certain nombre de possibilités qui se développeront, mais ça, ce n'est pas le rôle du gestionnaire de réseau que je représente, mais ça sera celui des fournisseurs d'énergie. Donc, ça sera également, donc comme je vous l'ai dit, un outil simple et unique aussi pour le développement de ce qu'on appelle l'effacement. Donc, on baisse sa consommation à une certaine heure pour bénéficier d'offres attractives plus globales. Donc ça, le compteur Linky le permet. Par exemple, si vous avez un contrat où on dit, bah voilà, on va baisser la puissance de 18 à 20 heures, c'est pas vous qui aurez à faire un geste, tout sera programmé. Et à distance, tous les jours, votre puissance baissera de votre installation, baissera de 18h à 20h pour remonter à une autre heure de la journée ou à un autre jour. Et donc tout ça sera rendu possible par ce compteur. Alors, si on va plus loin avec le transparent, un point sur lequel je voudrais revenir, c'est ces données qui seront en quantité assez astronomique. Donc, à qui elles appartiennent? Donc, je l'ai dit, mais je le répète, elles appartiennent au client final. Elles n'appartiennent pas aux gestionnaires, elles n'appartiennent pas aux fournisseurs d'électricité, elles n'appartiennent pas à d'autres parties prenantes comme les collectivités. Elles sont au client final. Pour autant, celui-ci peut les mettre à disposition de son fournisseur s'il le souhaite. On a mis un système, nous, notre rôle, c'est de sécuriser l'accès à ces données. Donc, il y a un certain nombre de sécurités dans le système. Le compteur lui-même est sécurisé. Les concentrateurs qui reçoivent toutes les données d'un compteur d'un quartier également. Et puis, j'allais dire, le centre de supervision de Big Data l'est également. Après, on mettra, et la loi le prévoit également, ces données agrégées et anonymisées à la disposition d'un certain nombre de collectivités, les communes, les comités de communes, les régions, pour qu'elles soient en capacité d'avoir une visibilité sur l'état du patrimoine énergétique de leur région, de leur ville, pour pouvoir mieux décider des investissements qu'ils souhaitent faire et des décisions en matière d'urbanisme à moyen ou long terme. Donc là également, ça sera notre rôle d'opérateur de données, de mettre à disposition de ces collectivités d'une manière agrégée l'ensemble de ces données de consommation. Donc, si on regarde globalement comment le système va fonctionner, le compteur il va bien être à l'intersection du système électrique qui a besoin d'évoluer et d'être modernisé pour pouvoir accueillir les moyens de production intermittents qui vont se développer, qui se développent aujourd'hui et qui sont amenés à se développer très fortement demain. Et en même temps, de rendre le consommateur final un consommateur, c'est le cas de le dire, de sa consommation d'énergie pour pouvoir, d'une part, mieux la maîtriser et voir l'objectif final, la réduire, puisque l'objectif final, c'est bien globalement à service identique, voire amélioration des services en matière de consommation d'électricité, que le volume global d'énergie consommée baisse. Voilà. Donc, en conclusion, Linky, une révolution pour nous et un outil pour la collectivité et pour chaque client de réussir la transition énergétique avec une énergie plus propre et plus maîtrisée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a quelques minutes si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Un micro va circuler. La première, c'est toujours le plus difficile. Passons directement à la seconde.
Non, pas de questions. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup. Un mot de conclusion si vous le souhaitez. Ah si, finalement. Oui, bonjour, François Chambaud, architecte. J'avais une question plus par rapport à la seconde intervention et de savoir si le logiciel aujourd'hui de maintenance et de suivi était opérationnel ou c'est encore un développement. Alors, il est opérationnel sans la brique BIM, et la brique BIM sera livrée au mois de décembre. Voilà, donc elle sera opérationnelle fin décembre. En fait, l'intérêt du projet ADEME, c'est qu'il y a des jalons, donc tout est assez bordé. Donc on n'a pas le choix, on doit le sortir pour fin décembre. Voilà. En tout cas, je parlais tout à l'heure de la partie classification. Et le gros travail qu'on a fait, c'est pas tellement le développement d'une brique 3D, ça a plus été le fait de reprendre des formats étrangers, les réadapter au marché français. Alors j'ai eu la chance de travailler avec GBA Eco là-dessus, donc on a eu l'aide des économistes pour la partie analyse de données. Voilà, donc il manque, c'est-à-dire qu'on va se retrouver utilisateur d'une classification que beaucoup de grosses entreprises utilisent, ADPI, Vinci Facilities l'utilise aussi, et d'autres gros acteurs, mais c'est pas quelque chose qui est malheureusement utilisé de façon nationale. Merci. Une autre question ? Non. Bon, je vais remercier nos 3 intervenants du jour. Merci. Merci pour la qualité des débats. Et il y a une autre table ronde à 17h sur les évolutions des pratiques en relation avec le numérique. Je vous remercie.